L'Amérique latine serait-elle de nouveau la chasse gardée des États-Unis ? Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump cherche à retrouver son influence sur ses voisins du Sud. Il identifie ses alliés, ses ennemis et ceux avec qui il peut négocier, car entre l'admiration de Nayib Bukele au Salvador et le bras de fer de Nicolás Maduro au Venezuela, ses relations avec les dirigeants d'Amérique latine révèlent aussi la division de tout un continent. Je suis Solène Alifa et vous écoutez Le Pari Latino de Trump, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, Claudia Sheinbaum, l'équilibriste mexicaine. Pour son premier déplacement en tant que secrétaire d'État, Marco Rubio a donc choisi le Panama. Au cœur de sa visite, la volonté de Donald Trump de reprendre le contrôle du canal. Tout juste nommé aux affaires étrangères par Donald Trump, Marco Rubio entame sa première tournée diplomatique fin janvier dernier. Et les destinations n'ont pas été choisies au hasard. Panama, Guatemala, Salvador, que des pays d'Amérique latine. Les liens entre Marco Rubio et cette région, ça vous dit peut-être quelque chose, chers auditeurs ? On en avait parlé dans un précédent épisode de La Loupe. La première fois qu'on a un secrétaire d'État latino-américain, c'est une vraie nouveauté. Ça veut dire que Marco Rubio a une compréhension intime de la mentalité latino-américaine déjà. Et aussi un œil sur ce qui se passe. Dans cet ancien podcast, Axel Gilden du service Monde de l'Express nous expliquait qu'avec ce secrétaire d'État d'origine cubaine, l'Amérique latine pourrait bien redevenir une priorité pour Washington. C'est une petite surprise de ce début de mandat, c'est que Trump n'a cessé de dire l'Amérique d'abord, et on a cru qu'il était isolationniste, que l'Amérique allait se replier sur elle-même. En fait, on découvre plutôt un impérialisme dans son discours qu'on a pu voir avec le Panama, le Groenland, avec cette idée un peu du 19e siècle, qui est le retour aux sphères d'influence. L'idée que les États-Unis, dans leur étranger immédiat, doivent avoir la primauté. Même si l'agenda international du président américain est chargé, il est clair désormais que Donald Trump ne veut pas lâcher l'Amérique latine, mais la tâche s'annonce difficile. Vous l'avez entendu dans l'introduction, pour parler des relations entre Donald Trump et les dirigeants latino-américains, j'accueille à nouveau Axel Gilden, journaliste au service Monde de l'Express, spécialiste de la région. Bonjour Axel. Bonjour Solène. Axel, on le sait, le locataire de la Maison-Blanche n'a pas vraiment pour habitude de lire les notes ou les fiches de ses conseillers. Alors à la loupe, on a voulu imaginer un outil sur mesure que son équipe aurait pu lui préparer. Une application de rencontre pour chef d'État. Avec sur chaque profil, une description, le régime politique, un calcul de compatibilité diplomatique. C'est ensuite à Donald Trump de sélectionner qui ira dans la catégorie allié ou ennemi. Et le premier profil présenté au président américain, c'est évidemment celui de la dirigeante du Mexique, Claudia Sheinbaum. Axel, sur le profil de cette présidente, je vois 63 ans, élue en juin 2024. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors, Claudia Sheinbaum, c'est à la base une scientifique. Elle a grandi avec une mère biologiste et un père chimiste. Elle est diplômée en ingénierie énergétique. Elle a fait sa thèse aux États-Unis où elle a vécu 4 ans, donc elle connaît les États-Unis. Et elle a un engagement politique de longue date, d'abord dans les mouvements étudiants, et puis elle s'est lancée en politique avec son prédécesseur, qui n'était même pas président à l'époque, Andrés Manuel López Obrador, qu'on surnomme au Mexique AMLO. Donc depuis 2000, elle est dans la politique. Et elle est devenue maire de Mexico en 2018, et puis elle a été élue présidente en 2024, donc dans le sillage de ce mentor. Avec ce que tu me décris, Axel, pour le moment, Claudia Sheinbaum n'a pas l'air d'avoir beaucoup de points communs avec Donald Trump. Je confirme. Alors, c'est une femme. C'est pas la première femme élue présidente en Amérique latine, mais c'est la première femme élue présidente au Mexique. Elle est de gauche. Elle est féministe, elle est progressiste, bref, elle ne ressemble pas à Donald Trump. Elle a fait par exemple passer une réforme judiciaire, du système judiciaire pour faire élire les juges par le peuple. Elle a aussi une démarche scientifique et écologique, elle est ancienne membre du GIEC, et elle veut développer les énergies renouvelables dans son pays qui, il est vrai, est très ensoleillé. Elle a un style aussi beaucoup plus calme par rapport à l'outrance de Trump, et leur entente semble donc impossible sur le papier, d'autant que Trump a plutôt tendance à accuser le Mexique de tous les maux des États-Unis, à se méfier du Mexique, et il est vrai
vrai, est un bouc émissaire commode. Justement, Axel, tu m'avais conseillé d'interroger Gaspar Estrada, politologue spécialiste de l'Amérique latine, pour préparer cette série, et il m'a rappelé la position de Donald Trump vis-à-vis de son voisin du Sud. Depuis son premier mandat, Donald Trump a fait du Mexique non seulement une question de politique étrangère, mais avant tout un enjeu de politique intérieure. Pour Donald Trump, la question de la migration, et notamment de la lutte contre la migration illégale, a été au cœur de son discours, justement pour pouvoir se présenter en tant qu'alternative aux politiques supposément laxistes des administrations démocrates, que ce soit le cas de Barack Obama en 2016 ou de Joe Biden en 2024. Quand le Mexique nous envoie ses habitants, il n'envoie pas les meilleurs. Il envoie des gens avec beaucoup de problèmes. Et ces personnes apportent leurs problèmes avec elles. Elles apportent la drogue, le crime, ce sont des violeurs. De ce point de vue-là, le Mexique a été au cœur des discours et du positionnement du président républicain en multipliant les prises de position et surtout certaines politiques. Je pense notamment à sa volonté de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis, un mur qui serait financé par les autorités mexicaines, un mur qui ne s'est pas réalisé, de même que le Mexique n'a pas souhaité financer ce projet. Et à cette question migratoire s'ajoutent des tensions économiques entre le Mexique et les États-Unis. Il y a eu sur le plan économique un deuxième élément qui a été très important durant la première administration du président Trump, c'est la renégociation du traité de libre-échange entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, dont la renégociation a été actée en 2020. Et qui vraisemblablement sera renégocié durant ce deuxième mandat de Donald Trump. Enfin, il y a la question des drogues, du crime organisé, où Donald Trump a multiplié les invectives vis-à-vis des autorités mexicaines, critiquant la politique de lutte contre les drogues et également procédant à un certain nombre d'arrestations sur le territoire américain d'autorités mexicaines, y compris de généraux de haut rang. Aujourd'hui, Donald Trump a exprimé son souhait d'inscrire des organisations du crime organisé mexicaines dans la liste des organisations terroristes, ce qui montrerait une sorte d'escalade dans cette politique. Mais aujourd'hui, on ne peut que constater que cette politique de lutte contre les drogues a été un échec. Les relations entre les deux pays sont donc tendues depuis 2016 et la première élection de Donald Trump. À l'époque, ce n'est pas Claudia Sheinbaum qui est en poste, mais son mentor, Andrés Manuel López Obrador, dont on a déjà parlé. Il pouvait y avoir beaucoup de tensions compte tenu des éléments que j'ai pu décrire, que ce soit en matière migratoire, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière de sécurité. Néanmoins, il y a une sorte de modus vivendi qui s'est créé entre les deux présidents. Et, in fine, ça a été une relation qui a été fonctionnelle. En tout cas, les relations bilatérales ne se sont pas dégradées outre mesure, malgré le potentiel destructif de cet agenda politique, économique, migratoire, qui a été mise en avant par Washington. Après toutes ces analyses, l'application de rencontre est formelle. La compatibilité entre Donald Trump et Claudia Sheinbaum est proche de zéro. Mais la présidente mexicaine va tout de même tenter de lancer la conversation pour garder des relations de bon voisinage avec Washington. Chers auditeurs, je vous propose une petite expérience. Ouvrez Google Maps sur votre téléphone portable, déplacez la carte au niveau de l'Amérique du Nord, et si vous allez au niveau de l'étendue de mer entre le Mexique et les États-Unis, vous allez lire Golfe du Mexique et entre parenthèses, Golfe d'Amérique. Si jamais vous êtes aux États-Unis, vous verrez seulement Golfe d'Amérique. Ce changement de nom, c'est une volonté de Donald Trump, auquel Claudia Sheinbaum n'a pas hésité à répondre avec ironie. Évidemment, le nom Golfe du Mexique est reconnu par les Nations Unies. Mais après, pourquoi nous n'appelons pas les États-Unis Amérique mexicaine ? Ça sonne bien, non ?
la présidente du Mexique qui propose de renommer les États-Unis. Claudia Sheinbaum répond donc frontalement aux attaques de Donald Trump. Oui, elle est dans une certaine mesure dans une posture de défi. Quand Trump a dit que le Mexique était gouverné par les cartels de la drogue, elle a répondu qu'il était mal informé et que le Mexique était dirigé par son peuple. Elle s'oppose à l'intervention de l'armée américaine sur le territoire mexicain. Vous savez que Donald Trump avait parlé de ça pendant sa campagne. Il avait dit qu'il enverrait des forces spéciales éradiquer des cartels mexicains. Et par ailleurs, elle s'est engagée à protéger des migrants mexicains qui sont sur le sol américain. Et malgré certaines prises de position fermes, elle ménage quand même ses relations avec Donald Trump. Elle reste toujours dans quelque chose de cordial parce que ils sont quand même voisins de palier et ils sont condamnés à s'entendre. Et si elle prend des pincettes, c'est parce que l'économie mexicaine reste très dépendante des États-Unis, comme me l'a expliqué le politologue Gaspard Estrada. Plus de 90% des échanges commerciaux du Mexique avec le monde se font avec les États-Unis. Donc de ce point de vue-là, il serait non seulement irréaliste, mais surtout suicidaire pour un pays tel que le Mexique de se brouiller définitivement avec son voisin du Nord et de faire en sorte que la principale force motrice de cette économique s'estompe, voire cesse de fonctionner. L'envoi d'argent de la part des migrants mexicains aux États-Unis est un filet de sécurité, notamment pour des zones déshéritées, dans les zones rurales. Durant la pandémie, sans ces ressources, le Mexique aurait été en bien mauvaise posture. Tout cet afflux financier qui est venu des États-Unis durant la Covid-19 a été essentiel pour garantir la paix sociale du Mexique et c'est quelque chose qui s'est poursuivi depuis lors. Du fait de ces liens économiques, le Mexique cherche donc à ne pas trop se brouiller avec son voisin du Nord. Mais Axel, quelle carte peut jouer Claudia Sheinbaum pour satisfaire Donald Trump ? Alors, il faut comprendre que l'immigration latino-américaine qui arrive aux États-Unis, ce ne sont pas principalement des Mexicains. Au contraire, le Mexique est une sorte de premier mur, une sorte de premier rempart qui peut contenir l'immigration illégale sud-américaine et plus particulièrement centra-américaine de toutes ces petites républiques, Honduras, Guatemala, Nicaragua et autres. Et donc, un peu, si vous voulez, comme Erdogan avec l'Union européenne qui a accueilli beaucoup de Syriens sur son territoire. Donc, c'est un État tampon. Et donc, c'est quelque chose dont le Mexique peut se servir comme d'un levier de négociation. Mais surtout, la présidente mexicaine, elle agit contre les cartels de la drogue et de la criminalité. Enfin, comme tous ses prédécesseurs, elle essaye. On espère qu'elle va y arriver. C'est comme ça qu'elle a réussi à reporter la hausse des droits de douane annoncée par Trump. Et elle a lancé l'opération Frontera Norte, la frontière nord, et des arrestations massives ont eu lieu. Donc elle informe chaque jour les États-Unis des chiffres, des saisies et des arrestations. Là, on parle beaucoup de mesures politiques, mais est-ce qu'au niveau plus personnel, Claudia Sheinbaum réussit à, entre guillemets, bien s'entendre avec Donald Trump ? Elle manœuvre, il me semble, habilement. Elle réussit à cohabiter. Ces deux pays cohabitent depuis fort longtemps. Et donc, oui, elle a réussi à gérer Donald Trump, contrairement à d'autres dirigeants qui ont eu du mal dans leur relation avec le président américain, par exemple Justin Trudeau, qui a voulu le brosser dans le sens du poil, ou Gustavo Petro en Colombie, qui l'a attaqué frontalement dès le début. Donc elle a fait sentir à Donald Trump qu'il avait un adversaire à sa hauteur. Et en tant que femme politique au Mexique aussi, elle a appris à gérer non seulement les hommes politiques, mais le machisme des hommes politiques mexicains, qui est légendaire. Sans vouloir tomber dans les clichés, c'est quand même une réalité historique. Et donc un autre point qui l'a aidé, elle parle anglais. Contrairement à ses prédécesseurs, c'est quand même plus facile pour communiquer. AMLO ne parlait pas du tout anglais. Elle a vécu aux États-Unis. J'ai parlé à la présidente mexicaine. C'est une personne très sympathique, une personne très bien. Claudia Sheinbaum a donc réussi à matcher, à créer un lien avec le président américain en adaptant son profil. Mais vont-ils vraiment réussir à s'entendre durant tout le mandat de Donald Trump ? Tous les ans, le magazine Time publie une liste des 100 personnes les plus influentes dans le monde. Et en 2025, au milieu de Donald Trump, Léon Marchand ou encore Ed Sheeran, on trouve le nom de Claudia Sheinbaum.
Axel, est-ce que cet équilibre qu'elle a réussi à construire avec Donald Trump qu'on a décrit contribue à donner à la présidente mexicaine cette influence mondiale ? Et tout à fait. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'en peu de temps, elle a vraiment réussi à se faire un nom. Et le fait qu'elle soit la première femme présidente du Mexique n'y est pas pour rien, mais elle est sincèrement populaire. Et elle a réussi à porter la voix de son pays en s'opposant, mais sans excès, de manière cordiale à Donald Trump. Elle est très rationnelle, en fait, dans son approche. Et donc, elle est aujourd'hui plus connue dans le monde que son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et pour Gaspard Estrada, cette fermeté cordiale avec la Maison-Blanche contribue aussi à renforcer sa popularité auprès des habitants du Mexique. Ce que les Mexicains estiment, en tout cas c'est ce que disent les études d'opinion, c'est que Claudia Sheinbaum, à travers ce combat feutré, si je puis dire, entre Donald Trump et elle, a réussi à se positionner et à créer une forme de leadership. Claudia Sheinbaum, il ne faut pas oublier sa trajectoire. Elle est rentrée dans le sillage de son mentor, Andrés Manuel López Obrador, assez précocement. Elle a été sa secrétaire de l'environnement à la ville de Mexico. Elle est devenue maire de Mexico à son tour, lorsque AMLO était président. Elle a toujours construit sa carrière politique et donc façonné son image en référence à AMLO. Or, lorsque on est héritier en politique, ou héritière en l'occurrence, il y a toujours cette relation compliquée, ambivalente, avec la figure tutélaire. Or, avec cette tension avec Washington, Claudia Sheinbaum a su créer un style, a su se positionner, a su créer un message. Et donc, il me semble que cette crise a été, d'une certaine manière, bénéfique à Claudia Sheinbaum, parce que ça lui a permis de construire un leadership et que cela soit perçu par les Mexicains. Mais pour l'expert, cette diplomatie de précision ne tiendra peut-être pas toute la présidence de Donald Trump. Il y a une sorte d'équilibre qui s'est créé, mais c'est un équilibre précaire, parce que là, on a beaucoup parlé de migration, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait une dégradation de ces relations, notamment lorsqu'il y aura la renégociation du traité de libre-échange. Or, c'est un enjeu capital, que ce soit pour les entreprises américaines, pour l'économie mexicaine et pour l'avenir de la relation bilatérale. Donc il est clair que tout ça, jusqu'à présent, reste opérationnel, mais il ne faut pas oublier que cet équilibre est fragile. L'année 2026 sera importante de ce point de vue-là, puisqu'il y aura des élections de mi-mandat aux États-Unis, et c'est aussi la date de la renégociation du traité de libre-échange tel que cela avait été conclu en 2020, lorsque le nouvel accord est rentré en vigueur. Et donc, de ce point de vue-là, on peut s'attendre à une forme de turbulence durant cette année 2026. Axel, on le voit, l'équilibre trouvé par Claudia Sheinbaum est fragile. Est-ce que, par exemple, elle a pris position au sujet des récentes manifestations contre les arrestations de migrants, notamment à Los Angeles, où il y a une importante communauté mexicaine ? Et oui, c'est un excellent exemple de l'équilibre qu'elle réussit à trouver dans ses prises de parole publiques. D'une part, elle a dénoncé la répression en disant que les migrants mexicains sont des hommes et des femmes, donc avec une approche humaniste, tout simplement. Sont des hommes et des femmes qui veulent juste un avenir meilleur et que ce ne sont pas, loin s'en faut, tous des criminels. Mais elle a aussi, d'un autre côté, appelé les Mexicains à manifester pacifiquement, à ne pas user de la violence, et on voit par là qu'elle reste prudente, parce qu'il est vrai qu'il y a quelque chose qui a un petit peu heurté certains Américains, c'est de voir ces manifestants brandir des drapeaux mexicains. Ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est un peu inhabituel, et donc elle sait qu'il faut ménager et les Mexicains et les Américains, et elle y parvient très bien. Une relation sur le fil qui peut basculer à tout moment. On suivra de près l'évolution de l'entente entre ces deux dirigeants. Merci à Gaspard Estrada, politologue et membre de l'unité du Sud Global à la London School of Economics, qu'on retrouvera demain. Et merci à toi, Axel, de nous avoir accompagnés. Tu seras là aussi pour parler cette fois-ci de la relation entre le président brésilien Lula et Donald Trump. À demain. Pour ne pas rater la suite de cette série, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer ou Apple Podcast. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez aussi laisser des étoiles ou des commentaires. Le Paris Latino de Trump est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros et Sébastien Salis, avec Charlotte Baris et Emeline Dulliot.